Bonjour, je suis Steve Clemons et j'ai une question. L'accord négocié par le président Donald Trump mettra-t-il fin à des années de combats acharnés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Allons droit au but. C'est un conflit qui trouve ses racines dans le génocide rwandais de 1994, au cours duquel près d'1 million de Tutsis ont été tués en l'espace de 100 jours. Les tensions ethniques entre Hutus et Tutsis ont débordé en République démocratique du Congo et les forces rwandaises ont été impliquées le long de la frontière. Plus tôt cet été, le président américain Donald Trump a conclu un accord cadre entre les deux parties qui ont réglé les détails au cours des derniers mois et ils sont maintenant revenus à Washington pour signer cet accord. Dans cet épisode spécial, j'ai rencontré le président du Rwanda, Paul Kagame, et je lui ai posé des questions sur l'implication de Washington dans ce conflit et en Afrique. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous revoir et merci de rejoindre Al Jazeera pour cette émission. Écoutez, nous sommes sur le point de signer un accord majeur avec la RDC, le président Trump, que beaucoup qualifient d'accord historique. Qu'est-ce qui rend cet accord si important du point de vue du Rwanda? Eh bien, cette pensée à propos du conflit, cela dure vraiment longtemps, pendant de nombreuses années, et cela continue. Nous n'avons jamais rien connu de tel. Là où il y a concentration, il y a attention. Jusqu'à ce niveau où exactement, précisément, les deux éminents dirigeants des deux nations, le Rwanda et la République démocratique du Congo, sont venus à... J'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement le président des États-Unis qui a manifesté une attention toute particulière et une considération approfondie à ce problème crucial. Et le niveau de visibilité, d'énergie considérable, voire de pression politique nécessaire et indispensable pour véritablement résoudre ce problème complexe. Une telle situation n'a jamais été observée auparavant, c'est une première historique. Et puis la base fondamentale sur laquelle ce problème est précisément abordé est également particulièrement intéressante. Cela touche vraiment à des éléments très fondamentaux et essentiels. Si l'on veut s'attaquer à ce conflit actuel et persistant. En commençant par bien comprendre la cause profonde et essentielle, mais aussi en s'appuyant solidement sur les trois éléments fondamentaux qu'ils ont clairement évoqués, à savoir précisément politique, sécurité et l'économie. Je pense que cela englobe tout, du moins en théorie. Ce qui reste, c'est la pratique concrète ou la mise en œuvre effective. C'est précisément là que tout se joue et que les choses se passent réellement. Les complications surgissent. Qu'est-ce qui différencie ce moment avec l'implication du président Trump dans cette administration? Eh bien, je devrais vraiment dire, mais vous savez, il y a en fait deux situations très différentes où le récit porte sur le fait d'être connecté au problème de l'Afrique, puis de replacer cela dans le cadre général de ce que nous connaissons comme l'ordre mondial, ou ce que nous connaissons depuis un certain temps, et les théories sur toutes sortes de choses, la démocratie, la liberté, ceci et cela, les droits de l'homme, et ainsi de suite. Mais pendant de nombreuses années, nous avons constaté que tout cela est resté au stade de récit et de théorie, mais qu'en pratique, on ne voit pas cela se traduire par des améliorations dans de nombreux pays ou dans la vie des gens, disons, sur notre continent. Ensuite, il y a l'autre aspect qui se concentre sur des choses très concrètes et tangibles, comme par exemple le commerce
les échanges économiques et les activités quotidiennes, différents intérêts économiques, comment ils se traduisent par des améliorations dans la vie des gens et en se concentrant sur les choses réelles et, bien, comme on l'a dit, en regardant la nature transactionnelle de ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, quels sont les résultats. Cela rend facile de mesurer ce que l'on retire de toute interaction. Je pense, d'après mon opinion personnelle et mon expérience concrète dans notre propre situation actuelle, que les Rwandais ou la région en général, je préfère la seconde option. Je trouve qu'il y a des choses concrètes à en tirer, alors que l'autre, c'est juste... En fait, parfois, la première option que j'ai mentionnée, parfois, elle ne fait que... Elle aggrave considérablement les problèmes complexes qu'il faut ensuite impérativement gérer. Et la gestion de ces nombreux problèmes devient une véritable industrie en soi qui perdure indéfiniment, sans fin apparente. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, ou si l'on demande aux gens et à leurs expériences, ils vous diront que leur situation, que leur vie n'a pas changé. Si ce n'est que peut-être leur situation s'est même détériorée. Donc je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que je comprends aussi que la responsabilité principale nous incombe. C'est à nous d'être présents pour faire en sorte que toute opportunité disponible fonctionne pour nous. Ou même en l'absence d'opportunité, il nous faut quand même trouver un moyen de faire ce qui a du sens pour nous. Donc je ne veux jamais rejeter la faute sur les autres. Peut-être qu'ils portent la faute, parfois en grande partie, mais cette faute est probablement aussi encouragée par notre absence à gérer nos propres affaires et à assumer nos responsabilités comme nous le devrions. Donc en l'absence de tout cela, je pense que je ne veux blâmer personne. Le président Trump s'est-il maintenant impliqué en Afrique? Est-ce qu'il essaie de transformer cette situation à la fois en gains économiques pour les États-Unis, mais aussi, vous savez, en un succès diplomatique pour lui? Eh bien, si cela doit servir d'exemple, je pense que c'est le cas. Le simple fait que le président Trump ait trouvé le temps, se soit intéressé à la question et nous ait invités, ainsi que d'autres dirigeants qui seront témoins de cela et qui ont déjà été impliqués dans les processus auparavant. Je pense qu'on peut lui en donner le crédit. Beaucoup d'autres questions sont évoquées ou soulevées par différentes personnes, qu'elles soient fondées ou non. Je veux me concentrer sur les domaines où je pense que nous pouvons progresser et qui peuvent répondre aux problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Un autre acteur clé, monsieur le Président, a été le Qatar. Et autour de cela, il y a eu deux processus, deux pistes, si vous voulez. Et d'après ce que je comprends, les États-Unis se sont occupés des questions bilatérales de nation à nation. Et le Qatar a beaucoup aidé sur les questions internes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Pouvez-vous nous donner une idée de la façon dont cela fonctionne? Parce que c'est en quelque sorte une sorte de danse simultanée inhabituelle. Heureusement, pour faire court, nous avons pu séparer cela. Les questions de dialogue interne ont été confiées au Qatar. Et cela a suivi ma rencontre avec le président Tshisekedi à Doha, d'ailleurs, à sa propre demande. Même aussi avec les États-Unis. C'était à sa propre demande. Et en fait, les autres dirigeants et pays africains accusaient le Rwanda, pensant que c'était nous qui avions quitté les processus et initiatives africains pour aller à... Kataro est venu ici à Washington, mais c'est bien l'homme en question, c'est-à-dire la RDC, qui a en réalité initié cela. Mais son espoir était de pouvoir manipuler soit le processus au Qatar, soit le processus à Washington, D.C., en sa faveur.
parce qu'ils pensent que la RDC est trop grande, trop puissante, que le monde entier est intéressé à obtenir une part de ce qu'il possède et qu'il irait acheter son influence et manipuler les gens pour obtenir les résultats qu'il voulait. Donc, mais quand il s'agissait de nous et que nous étions invités à participer, même à Doha et ici à Washington, nous avons toujours répondu présent. Mais nous avons dit aux gens ce que nous pensions. C'était les faits et les questions fondamentales qui doivent être abordées si l'on veut s'attaquer aux causes profondes. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec le FCM 23 à Doha, en train de discuter avec le gouvernement. Et ici, c'était la RDC qui parlait au Rwanda. Également dans le cadre régional. C'est pourquoi ces dirigeants ont été invités à être témoins de cela. Ainsi, ce que la RDC pensait manipuler tout au long du processus s'est finalement retrouvé en réalité séparé, afin que nous ne passions à côté d'aucun élément important. Donc Doha est très important. Le Qatar a été à l'avant-garde pour tenter de rassembler les parties en conflit, non seulement dans notre région, mais vous savez qu'ils ont joué un rôle très important dans de nombreux autres endroits. Et ils continuent de le faire. Ils sont disponibles, ils ont les ressources nécessaires pour cela et ils veulent la paix. Nous sommes donc heureux que les choses avancent. Juste rapidement, je suis simplement curieux de connaître votre ressenti instinctif. D'un côté, vous allez signer un accord avec le président Trump, le président Tshisekedi, qui concerne les questions nationales. Et faites-vous confiance à la capacité de Tshisekedi à réellement contrôler cette partie de tous les courants qui traversent l'Est de la RDC? Eh bien, avant tout, je pense que nous sommes ici et nous acceptons de signer un accord pour traiter ces questions. C'est très important et c'est la première étape à franchir. Et certains accords ont également été conclus à Doha, au Qatar. C'est très important. Cela signifie donc que nous essayons maintenant d'avancer vers les prochaines étapes et d'aller de l'avant. C'est pourquoi, bien sûr, le diable se cache dans les détails, mais nous affronterons tout cela au fur et à mesure que nous avancerons. Mais comme je l'ai dit, les priorités d'abord, et celles-ci, nous sommes ici, nous allons en discuter, nous allons signer un accord. J'espère que le Qatar et les États-Unis continueront d'accompagner ce processus et de voir la situation telle qu'elle est. Et je suis sûr que s'ils estiment que le Rwanda est à blâmer pour quoi que ce soit, ils le diront, ils viendront nous voir, ils nous demanderont si nous devrions faire ceci ou cela et non pas autre chose. Nous étions d'accord. Et j'espère qu'il en sera de même pour la RDC, car nous avons déjà eu des expériences où la RDC a conclu des accords avec différentes parties, y compris nous-mêmes. Et le lendemain de l'accord, ils disent le contraire. Et cela s'est produit non pas une fois, ni deux, ni trois, mais encore plus souvent. Donc nous savons que nous devons faire face à cela. Nous savons que cela risque d'arriver, mais cela ne devrait pas nous détourner de la véritable direction qui a bien commencé et que nous devons poursuivre. Alors nous avançons pas à pas en voyant ce que nous devons faire. Monsieur le Président, la nouvelle grande course à Washington et la course avec la Chine, préoccupations concernant les dépendances, inquiétudes au sujet des matériaux critiques, préoccupations pour la sécurité nationale et l'économie. Et je sais qu'une grande partie de l'évolution de votre relation avec les États-Unis concerne la vente de matériaux critiques. Vous produisez du tungstène, de l'étain et d'autres matériaux clés. Comment vous situez-vous, si c'est le cas, dans cette équation de l'intérêt de l'administration Trump dans la compétition sur une grande partie de ce secteur autour des matériaux critiques et d'autres questions commerciales? Eh bien, je ne vais pas trop parler de la compétition qui se déroule à travers le monde. C'est trop lourd à porter pour moi.
Je peux vous en faire une analyse et passer à autre chose, mais je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Je veux me concentrer sur ce problème que nous avons dans notre région, qui concerne tous les pays de notre région, mais en particulier le Rwanda et la RDC. Vous savez, les gens ont vraiment cru, souvent à tort et à travers, que tout ce pourquoi la RDC est connue ne se trouve qu'en RDC, nulle part ailleurs. Donc si vous parliez de minéraux au Rwanda, et ils existent bel et bien, les gens diraient simplement « non, ce n'est pas du Rwanda, ça vient de la RDC ». Comme vous l'avez si bien dit, que ce soit le précieux tungstène, le métal éteint ou le rare tantale, tous ces minéraux existent au Rwanda, en fait de très grande qualité. Bien meilleurs que ce que vous trouveriez ailleurs, comme le tungstène. Je crois que nous sommes maintenant au 4e rang mondial, d'après ce qu'on m'a dit, si ce n'est pas le premier en Afrique. Nous produisons cela. Et cela fait déjà un certain temps que nous en avons connaissance. Nous avons eu une entreprise basée aux États-Unis, Trinity Metals, qui a en fait ses découvertes, a investi sur le long terme et exploite la mine depuis longtemps. Et ils ne cessent d'améliorer la quantité qu'ils peuvent traiter dans le pays, et ainsi de suite. Il est donc désormais clair que ce que nous possédons dans cette zone n'a rien à voir avec la RDC. Il est un homme. C'est celui du Rwanda. Même dans d'autres domaines, nous avons du beryllium, d'autres minéraux critiques, du lithium, etc. Ce sont essentiellement des minéraux critiques qui contiennent également de l'or. Le Congo RDC a peut-être plus d'or que nous, mais nous avons de l'or. Il n'est donc pas possible de dire que chaque once d'or que nous exportons provient de la RDC. Mais en réalité, dans les pays voisins, les autres pays frontaliers de la RDC, il y a un volume bien plus important qui transite depuis la RDC à travers ces pays que tout ce qui passe par le Rwanda. Mais c'est toujours le Rwanda qui est pointé du doigt, et cela est lié à ce conflit et à d'autres problèmes que nous avons connus dans l'histoire. Il s'agit simplement de jouer au jeu du blâme contre le Rwanda et de couvrir tout le reste qui se passe derrière cela, comme même le soutien au FDRR et bien d'autres choses qui se sont produites. Mais cela inclut certains acteurs internationaux. Quand nous parlons de cela, nous ne parlons pas seulement du Burundi, de l'Ouganda ou d'autres, non. Nous parlons de ces grands pays de l'hémisphère occidental, ils en font partie. Et la façon dont ils jouent le jeu pour couvrir le FDRR et la tragédie qui s'est produite au Rwanda et la tentative de rejeter, vous savez, la responsabilité ailleurs sont stupéfiantes. On ne peut pas comprendre pourquoi cela arriverait. Et puis cela se traduit aussi par le jeu du blâme autour des minerais ou du manque de stabilité dans notre région. Mais si vous regardez aussi l'ensemble de la région, nous avons protégé notre pays. Continuer à le développer et à veiller à ce que nous ne fassions pas partie de l'instabilité, ni que nous en soyons la source, car on ne peut pas faire cela tout en voulant créer un meilleur environnement pour soi-même. Mais les gens continuent de nous entraîner là-dedans pour leurs propres raisons. Je ne comprends pas. Le président Trump s'est défini comme une personne cherchant à instaurer la paix dans de nombreux conflits différents. Pensez-vous, le président Trump, selon vous, président Tchikadi, devrait-il être pris en considération par le comité du prix Nobel de la paix? Non. Eh bien, d'autres pourraient être considérés, mais pas moi. Je ne pense pas que je sois à ce niveau. Et le président Trump? Je ne pense pas vraiment que j'y sois ou que je sois encore présent, donc je le réserve donc pour... Pourquoi pas? Le président Trump
compte tenu de ce qu'il a accompli en si peu de temps, en essayant de stabiliser la situation, des efforts qu'il a fournis, sachant d'ailleurs que pour certains de ces problèmes complexes, on ne trouve pas de réponse en tant qu'individu. Aussi puissantes que soient les États-Unis et aussi puissant que soit le président des États-Unis, vous ne pouvez pas obtenir des résultats tout seul. C'est pourquoi, pour certaines choses, les échecs qui en découlent, c'est pour cela que j'ai dit que c'est nous qui sommes à blâmer. S'il y a un conflit entre le Rwanda et la RDC et que quelqu'un essaie d'aider et que nous ne trouvons pas une solution à cela, je ne pense pas qu'il faille blâmer celui qui essayait d'aider. Est-ce que vous avez un bon feeling avec le président Trump? Je pense que oui. Vous savez, lors de son tout premier mandat, et cette fois-ci aussi, je pense, vous savez, il est important de noter que cela s'est produit. J'apprécie les gens qui veulent obtenir des résultats. Mais il y a beaucoup de gens dans ce monde qui disent de belles choses et qui, au final, n'obtiennent rien et qui en ont fait une habitude depuis tant d'années. Mais les personnes que l'on pourrait blâmer pour ceci ou cela, parfois, ce sont elles qui sont pragmatiques pour obtenir des résultats. Et dans ce cas, nous avons beaucoup plus de chances d'obtenir de bons résultats, de résoudre les problèmes dans notre région et entre la RDC et le Rwanda, que ce que j'ai connu auparavant, parce qu'avant, il y avait trop de discussions et de jeux de reproches, vous savez. Cela a duré trop longtemps, mais sans aboutir à rien. Le président Trump s'en est saisi et nous pouvons seulement espérer que... Mais il montre de bonnes intentions. Il veut essayer. Nous devrions donc soutenir cette initiative pour qu'elle réussisse, en sachant qu'il n'est pas le seul à pouvoir obtenir de bons résultats à 100%, alors que ceux d'entre nous qui sont partie prenante restent en retrait et ne font pas leur part. Président Kagame, merci beaucoup d'avoir parlé à Al Jazeera. C'est un plaisir. Alors, quelle est la conclusion? Ce que nous avons entendu dans les propos du président Kagame, c'est un mélange d'un certain optimisme et d'un doute persistant. Le style transactionnel de négociation du président Trump pourrait en réalité créer un cadre géoéconomique permettant au Rwanda et à la RDC d'avancer concrètement et de neutraliser certains des principaux facteurs à l'origine de leurs problèmes de sécurité mutuelle. Mais certains éléments de cet accord sont fragiles et il existe de nombreuses zones d'ombre. Il y a aussi des dizaines de milices qui pourraient faire échouer l'accord. Mais pour l'instant, Donald Trump est salué comme le faiseur de paix improbable sur un continent qui a gagné en importance dans l'ordre des priorités mondiales de son attention. Et c'est ça l'essentiel.